Alors, dans la table ronde qui consistait à parler de la réglementation dans un atelier de traitement de surface, donc moi je voulais apporter le point de vue, on va dire, d'un chef d'entreprise d'une entreprise donc de traitement de surface, hein, et qui a en charge cette réglementation. Donc cette réglementation a évolué depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une image vraiment globale de toute la réglementation qui tourne autour de cette activité. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation principale, ça va être au niveau de la ressource en eau. Donc, nous, concrètement, on essaye de recycler. On a pour objectif de recycler 30% de notre consommation d'eau d'ici 2 ans, je veux dire. Donc, 30% de consommation d'eau d'ici 2 ans, avec de nouvelles technologies qu'on met en place au niveau de notre station de traitement des eaux. On a aussi un objectif également sur le point de vue énergétique. Donc, on voudrait arriver à l'autonomie énergétique d'ici 5 ans. Et puis ensuite, il y a toute la réglementation qui va tourner autour des substances chimiques, donc avec par exemple la réglementation REACH. Et on essaye de mettre en place également, enfin, on a pour objectif un petit peu d'utiliser un peu d'intelligence artificielle dans l'avenir pour utiliser nos données et qui pourrait nous aider à mieux consommer nos produits. Et on a également un objectif également d'éco-conception sur un produit pour essayer de mieux déposer et à l'endroit où on a besoin. Plutôt que déposer sur la pièce en totalité, on voudrait déposer vraiment à l'endroit où il y a besoin. Enfin, nous, au niveau de Quarks, on a une vue très globale de tout ce qui est produits chimiques et on attaque en fin de compte énormément de secteurs d'activité. Et c'est clair que nous, au niveau de Quarks, on est là pour aider les gens, pour dire attention, vous utilisez tel type de produits, ils sont soumis à des réglementations actuelles ou futures. C'est que nous, chez nous, on essaye dans Quarks d'anticiper. D'accord, on est d'être proactif en disant aux gens, attention, l'applicabilité, ça va peut-être se faire en septembre 2025, donc on vous aide, faites attention à ce que vous faites. Donc on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec cette première table ronde sur la problématique environnementale dans l'industrie du traitement de surface, dont évoquait Xavier ce matin. Et donc j'appelle à venir me rejoindre sur scène donc, Anne-Sophie Maz. Voilà. Donc je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'UITS. Sandra Louis, délégué général France Chimie Bourgogne-Franche-Comté. Bertrand Sensé, vous êtes responsable production, donc électrolyse ABI-DAC. Voilà. Et puis nos experts, donc Gilles Tonnelier et puis Michel Kellen, qui sont présents en fait en fil rouge avec nous durant tout l'après-midi sur les 2 tables rondes pour mettre en perspective les possibilités offertes par l'IA, donc avec Gilles, et puis rebondir également sur les aspects réglementaires avec Michel Kellen. Donc je vais vous inviter également à venir nous rejoindre et à prendre place. Et je voulais commencer tout de suite avec vous, Anne-Sophie Maz, pour rebondir sur votre conférence de ce matin. Donc vous nous avez présenté en fait tout l'accompagnement qui est mis en place par l'UITS auprès de vos adhérents. Moi j'ai noté, donc vous disiez que c'était presque 60% de votre temps sur donc le réglementaire et l'environnemental. Et je voulais vous demander en fait aujourd'hui quelles étaient les principales difficultés auxquelles étaient confrontés vos adhérents, consommation d'eau, d'énergie, et puis également leurs attentes. On a parlé des besoins. Quelles sont vraiment leurs attentes aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la principale difficulté auxquelles sont confrontés les industriels, c'est la multiplication des réglementations, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, puisqu'on a un millefeuille de réglementation et que pour mettre tout ça en place dans les ateliers de traitement de surface, ça devient très compliqué. Peut-être une petite réaction de Bertrand Sensé sur l'aspect justement réalité. Vous partagez ce que vient d'exprimer Anne-Sophie Maz. Oui, tout à fait. Vous êtes accompagné par... On est accompagné par l'UTS, oui. Donc nous, on est une entreprise de traitement de surface située dans le Jura, une 20aine de salariés. Donc c'est un petit atelier quand même. Hein. Donc au niveau réglementaire, c'est quand même on a une grosse réglementation et l'UTS nous aide à faire de la veille réglementaire, avoir une idée globale de toute la réglementation qui tourne autour du traitement de surface. Il y a toujours un peu cette idée de se dire est-ce qu'on est bon au niveau de la réglementation, mais déjà savoir est-ce qu'on la connaît déjà la réglementation, parce qu'il y en a beaucoup et au final on n'est même pas sûr de connaître vraiment toute la réglementation, quoi. Et l'UTS nous aide vraiment sur la veille réglementaire.
Oui, alors en fait, on envoie des notes de veille tous les mois aux adhérents pour être sûr qu'ils prennent connaissance de la réglementation. Et quand il y a un texte en particulier qui touche la profession du traitement de surface, comme on a eu en 2023 l'arrêté du 30 juin 2006 qui a été modifié, on fait des webinaires en particulier pour leur expliquer les changements, pour être sûr qu'ils soient bien à jour par rapport à cette réglementation et à la compréhension de ce qui leur est demandé. Je vais faire encore réagir Bertrand Sensé, et puis si Michel Quellen veut intervenir, qu'il n'hésite pas, sur ces évolutions réglementaires dont on parle. En préparation de cette table ronde, vous me le disiez, c'est à la fois positif, mais aussi hyper contraignant pour vous. C'est contraignant en termes de ressources, contre les personnes quand même, pour respecter la réglementation. De plus en plus, on fait appel à des gens extérieurs, faire des audits en interne avec des gens qui viennent nous aider pour auditer le site et voir pour vraiment couvrir la réglementation complète et nous dire et mettre en place les plans d'action qu'il faut pour respecter la réglementation. Parce qu'en interne, on n'a plus forcément les ressources et puis les compétences nécessaires pour le faire également. Et puis, c'était sous... C'est contraignant, mais c'est aussi positif. Et c'est aussi positif, oui. Non, mais c'est vrai que c'est positif, ça nous permet d'évoluer aussi de façon positive, d'avoir... on va dire le traitement de surface, il a quand même changé d'image en plusieurs années. C'est la réglementation qui permet ça aussi. Aujourd'hui, on a des ateliers on rentre dans un atelier, on n'a plus d'odeur, il y a plus on peut être dans un atelier de traitement de surface sans problématique. C'est la réglementation qui fait ça, et je pense qu'il faut le voir vraiment de façon positive. On a aussi, l'an dernier, par exemple, il y a eu de la réglementation, que ce soit sur les ressources en eau, les choses comme ça, et on se pose vraiment la question de se dire, est-ce qu'on ne consomme pas trop? Et c'est là où on commence à se poser la question, à monitorer les choses, à mettre des compteurs d'eau, à automatiser différents postes de rinçage, puis évoluer petit à petit et essayer de diminuer les consommations d'eau, par exemple, à chaque fonction de rinçage. On a fait la même chose sur l'électricité. Alors là, ce n'est pas forcément la réglementation, mais c'est le coût aussi qui nous permet de... on se pose la question de se dire, est-ce qu'on consomme bien les choses et qu'on ne fait pas de la surqualité ou de la surconsommation? Et le premier point, c'est aussi monitorer les choses pour savoir où on en est aujourd'hui. Donc avec des compteurs, ce qu'on a fait au niveau électrique, au niveau eau, des choses comme ça, quoi. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que Bertrand disait. On a fait un guide d'épuration des effluents avec les agences de l'eau il y a environ 3 ans, un guide qu'on a mis à jour. Et ces chiffres sont intéressants. C'est qu'en 2000, la part de la pollution de traitement de surface de la part de la pollution de l'industrie était égale à 30%. D'accord ? Donc le traitement de surface représentait 30% de la pollution de l'industrie. En 2016, on n'était plus qu'à 17%. Donc il y a vraiment eu des efforts intéressants et très grands qui ont été faits par les industriels de la profession du traitement de surface. Et je suis sûre que si on faisait la mesure maintenant en 2024, on aurait encore gagné énormément puisque les industriels ont fait beaucoup de progrès dans tout ce qui est traitement des effluents aqueux. Ouais, sur les effluents, et aussi, ça me permet de motiver les équipes aussi comme je vois au niveau de monitorer les choses, de le voir vraiment en réel et mettre des petites actions en place et voir en réel vraiment l'effet qu'il y a. Et on motive les gens et les gens amènent des idées et c'est là où on a gagné aussi. C'est quand les idées arrivent directement de l'atelier, il y a plein de petites idées qui se mettent en place. Et en fait, on voit que ça permet vraiment d'évoluer de façon positive, quoi. Et ça rend bien, quoi. De l'aborder de façon participative, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est bien de pouvoir le voir aussi, que la petite action qu'on a mis en place, ça a permis d'apporter soit moins de consommer d'eau, d'électricité ou d'autres choses aussi, mais en monitorant les choses, on peut le voir vraiment très rapidement, quoi. Aujourd'hui, en automatisant, en monitorant les choses, c'est bien. Alors, je me tourne vers Anne-Sophie Maz. Bertrand Sensé disait qu'en fait, donc sur l'aspect contraignant, il y a aussi la question des moyens, des ressources. Est-ce que c'est une problématique qui est rencontrée aujourd'hui, que vous faut remonter, en tout cas les adhérents, cette question des moyens, des ressources pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces évolutions? Alors oui, parce que s'occuper d'environnement, c'est très chronophage. C'est un poste à plein temps et c'est un poste non productif dans un atelier de moyenne de 20 personnes. Ça pèse lourd. Et puis derrière, il y a des investissements, alors qui parfois sont financés par les agences de l'eau. Mais quand on fait un investissement sur une station d'épuration ou sur un évapoconcentrateur ou sur un changement de techno pour avoir des recyclages en cascade ou des choses comme ça, les budgets ça monte tout de suite très vite et c'est sûr c'est un frein de toute façon puisque aujourd'hui
malheureusement, les marges dégagées par les entreprises ne permettent pas forcément de faire tous ces investissements. Ça concerne aussi des entreprises de plus grande taille aussi, parce qu'on parle d'entreprises de PME, mais c'est aussi le cas pour de plus grosses entreprises. Alors nous, on reste dans des PME, hein, au niveau du syndicat professionnel. On a des gros groupes de traitement de surface, mais qui sont des petites PME dans leur constitution. Merci pour ces précisions. Si vous avez des réactions, n'hésitez surtout pas. Voilà, si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit. Je me tourne vers vous, Sandra Lui. Peut-être commencer par un petit rappel de ce qu'est la mission de France Chimie, pour commencer. Alors France Chimie, c'est l'organisation professionnelle des entreprises de la chimie qui représente 4000 entreprises et 228 000 salariés. À ce titre, on est le porte-parole du secteur et puis on définit les positions et les actions communes en faveur d'une chimie compétitive, durable, responsable et puis créatrice de solutions. Alors vous parlez d'une chimie durable, je rebondis. Parler de chimie durable, est-ce que c'est bien réaliste ? Est-ce que c'est pas que de l'affichage ? Non, alors effectivement, bien sûr que c'est réaliste. En fait, c'est une chimie qui existe déjà. Déjà, c'est quoi une chimie durable ? C'est une chimie qui est décarbonée, puisqu'on est un secteur qui est largement contributeur dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est une chimie décarbonée. C'est une chimie qui va utiliser moins de ressources non renouvelables, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer nos matières premières pour faire moins appel à des produits fossiles, par exemple, d'origine fossile. C'est aussi, comme ça a été souligné, des utilisations meilleures des matières premières qu'on a à notre disposition, et puis aussi mieux gérer nos ressources en termes énergétiques et en termes d'eau, évidemment, puisque là encore, on est dans la chimie assez gros consommateur. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ça, ça doit être mis au service des citoyens que nous sommes tous, qui avons des attentes par rapport au changement climatique, par rapport à tous les enjeux qui nous attendent et qui ont aussi des attentes légitimes et accrues en termes de respect de la santé de chacun, mais aussi de la protection de l'environnement. Voilà. Alors, je vais illustrer tout ça, mais simplement, la chimie durable, pour nous, c'est pas juste une option. C'est juste une question de survie. Pourquoi ? Parce que on a besoin d'augmenter, j'ai envie de dire, notre acceptabilité sociétale. Aujourd'hui, quand on parle de chimie, je pense qu'on n'a pas une image qui est forcément extraordinaire. Et en fait, il faut que demain, on arrive à mieux s'intégrer dans l'écosystème avec nos entreprises, nos produits pour être mieux acceptés, montrer qu'on propose des solutions, montrer justement qu'on va être contributeur dans l'amélioration de nos produits, de nos process. Et puis c'est aussi en termes d'attractivité pour nos métiers, parce qu'on a besoin d'intégrer des compétences et d'excellentes compétences dans nos entreprises. Et aujourd'hui, on sait très bien que les jeunes générations sont très attentives aux valeurs et aux entreprises qu'elles intègrent. Donc ça, c'est important. On en parlait ce matin de la problématique du recrutement. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais on a aujourd'hui un désintérêt, un désamour pour les filières scientifiques. Et nous, justement, pour créer des solutions, pour trouver des solutions aux enjeux de demain, on a besoin de ces compétences de haut niveau, ces compétences scientifiques. Donc pour nous, c'est effectivement c'est important qu'on puisse montrer que notre secteur, il est de valeur pour pouvoir attirer les jeunes. Je me permets de vous interrompre, mais je pense que ça fait écho. Je pense qu'Anne-Sophie Mas, vous êtes partagée. Bon, on se rejoint complètement sur les problèmes de recrutement, d'attractivité, de décarbonation, problématiques environnementales, etc. On fait partie presque de la chimie. Donc, ouais, je partage.
Alors, c'est aussi des enjeux de survie, mais qui sont sur des enjeux extra-financiers aussi, parce que demain, il faut savoir que nos entreprises, si aujourd'hui vous voulez aller voir votre banquier et lui dire j'ai besoin d'argent pour un investissement, etc., on va juger votre capacité économique à pouvoir rembourser ce que vous allez demander. Demain, il faut savoir qu'on va avoir des notations extra-financières, donc qui vont être basées en gros justement sur votre efficacité énergétique, sur votre efficacité de la consommation en eau, sur la résilience que vous êtes capable d'avoir par rapport au changement climatique, par rapport à votre activité. Et ces critères vont entrer en ligne de compte pour pouvoir vous donner ou non des prêts. D'accord ? C'est des indicateurs qui vont être mis en place par la Banque de France, qui vont être ensuite appliqués. Donc ça veut dire que demain, si jamais nos entreprises ne sont pas capables de s'inscrire dans cette chimie durable, ça veut dire qu'à terme, c'est les sources de financement tout simplement qui se tarissent. Donc voilà, une fois de plus, c'est pas une option pour nous de rentrer dans cette chimie durable. Et puis, il faut le dire aussi, la chimie durable, c'est aussi accompagné par les évolutions de la réglementation. C'est-à-dire qu'on est contraint dans la chimie, encore plus que dans n'importe quel autre secteur, à être extrêmement rigoureux quant à la qualité de nos produits, de nos process de production, pour la protection à la fois de la santé, mais aussi de l'environnement. Voilà. Je voudrais vous faire réagir, Michel Quellen, on parle depuis tout à l'heure de la réglementation. Forcément, vous êtes l'expert. C'est vrai que j'étais en train de me poser la question, en fin de compte, ça fait à peu près 30 ans que je regarde la réglementation, 35 même. Je me rends compte maintenant, je sais pas, pour paraphraser Jean Covici qui dit tout est énergie, moi je dirais tout est chimie, d'accord ? Parce que les réglementations qu'on peut suivre, nous, dans Quarks, je pense qu'on va atteindre une centaine, d'accord ? Et la centaine, ça va du packaging aux jouets, l'alimentaire, à la cosméto. Donc, tout, en fait. Tout ce que vous regardez autour de vous, il y a une réglementation qui circule. D'accord ? Donc vous êtes dans des secteurs d'activité, traitement de surface, là vous êtes producteur, vous fabriquez des produits chimiques. Mais moi, quand je regarde avec mon œil, je m'élève un petit peu et je regarde, je vois des réglementations partout. Et la vérité, en fin de compte, c'est vrai que c'est des réglementations, il y a toujours de la chimie à l'intérieur. Je suis toujours avec un numéro CAS ou une substance, quelque chose qui se promène. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations sectorielles, comme on vient de le voir ici, en fin de compte. Après, il y a des réglementations, je peux vous dire qu'il y a même des réglementations sur les billets de banque, mais c'est un truc, bon, peut-être pas trop au courant, mais je vous le dis. Mais après, il y a des réglementations aussi qui sont très sectorielles et là, qui sont très précises, et c'est vrai, qui posent pas mal de contraintes aux gens, c'est clair, d'accord ? Mais ça vient aussi, justement, des problématiques depuis une vingtaine d'années, d'accord ? Quand moi, j'ai vu, comment dire, arriver le livre violet de l'ONU en 2003, il était en train de dire il va falloir qu'on ait une harmonisation au niveau de l'étiquetage, de la classification, pour pouvoir faire commercialiser au niveau mondial. C'est là qu'est arrivé le SGH ou le GHS, comme on veut, et qu'est arrivé le CLP par la suite au niveau européen, d'accord ? Et en même temps, est arrivé REACH à côté, parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'au niveau européen, j'avais des vieilles réglementations du genre, je ne sais pas si vous voyez, 67 548, ça datait de 1967, des réglementations de 1999. Bon, on était un peu en retard à l'allumage, en fin de compte. Et brutalement, REACH est arrivé, brutalement. Ils sont arrivés en se disant, on ne travaille pas sur les substances, d'accord ? On faisait une vingtaine, une trentaine de tests sur les substances par an. Paul, il doit s'en rappeler, d'accord ? Donc on s'était dit, si un jour on est capable de couvrir toutes les substances qui posent problème, on en a pour des siècles. C'était pas possible. Donc on a dit, REACH, ça va être les fabricants, il doit bien se rappeler, de produits pour gagner du temps, en fin de compte, qui vont enregistrer, faire des tests, d'accord ? Avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir. Mais c'est comme ça que c'est parti, en fin de compte. Et REACH, en fin de compte, avec sa liste candidate, ses restrictions, ses listes d'autorisation, en fin de compte, ça a tapé en transversal. D'accord ? Tout d'un coup, ils ont commencé à attaquer toutes les réglementations et on voit justement à ce moment-là que la cosméto a bougé, le packaging s'est mis à bouger, les réglementations jouées sont arrivées. Toutes les autres réglementations ont été impactées. Et c'est vrai que maintenant, on voit, en fonction des secteurs d'activité, si vous voulez, que les gens ont pas mal de contraintes et puis avec des délais.
qui arrive tout doucement et tout, et c'est très important. Et un exemple typique pour dire la transversalité, c'est que la dernière intégration dans l'annexe 17 des restrictions, en fin de compte, au niveau de REACH, c'est la 78 sur les microplastiques. Et quand vous voyez la taille de l'entrée, moi j'ai connu, il y avait 3 lignes, et là, vous voyez, il y a 78, il y a 5 pages, en fin de compte, avec toutes les applicabilités qu'il va y avoir au niveau du plastique, que je pense que Sandrine le sait, qui vont en 2026, 2050, même si ça va, comment dire, ça prend un peu de temps, mais c'est pour dire qu'en fin de compte, tout d'un coup, il y a une implication. Alors, je pense que c'est les Européens qui sont fiers de lance. Mais c'est très fort. On va longuement en parler encore tout à l'heure à la deuxième table ronde. Mais je me tourne aussi du côté de la salle. Si vous avez des réactions par rapport à ce que vient de dire Michel, n'hésitez pas. Et je voulais demander à Bertrand Sensé comment vous avez vécu ce dont vient de parler Michel Quelen sur REACH. Sur REACH, dans le quotidien, j'allais dire, hein, on a des relations avec les fournisseurs régulièrement pour qu'ils nous... on fait appel aux fournisseurs pour qu'ils nous disent les produits dans lesquels on pourrait trouver des substances REACH. On a l'UETS qui nous aide aussi pour anticiper aussi ce qui va arriver dans REACH aussi, pour anticiper les produits qu'on peut utiliser. Et puis on a vécu aussi la substitution par exemple du chrome 6, qui était un produit qui a été dans la liste d'annexe 14. Il a fallu trouver un produit de substitution. Donc là, on a travaillé, ça nous a pris quelques années quand même, hein, pour essayer de faire des essais. Donc c'est pareil, à notre taille aussi, hein, on a dû mettre des essais en place, trouver des produits de substitution, les faire homologuer par les clients. Et ça a été quelque chose d'assez lourd aussi, quoi, sur des produits où il faut trouver des produits de substitution. Et aujourd'hui, même pour le Chrome 6, c'est encore pas très clair. Alors en fonction des utilisations, en fonction de différentes choses, en fait, c'est remis en cause. Ensuite, et on en parle depuis des années et des années. Et il n'y a encore pas une décision vraiment qui est prise, quoi. Donc, REACH, c'est vrai que c'est un peu, on ne sait jamais trop. Il y a un produit qui arrive dedans. Aujourd'hui, on commence à parler un peu d'argent aussi. Il y a différentes choses aussi on ne sait pas comment prendre ça, quoi, des fois. Est-ce qu'il faut qu'on commence à travailler le produit à substituer, ou alors on se dit est-ce que ça va. Voilà. À quel bout on le prend? Ouais, c'est un peu. Je vois Gilles qui s'est saisi du micro. Du coup, j'essaye de rebondir sur cet aspect réglementation parce que, vu de mon côté dans l'intelligence artificielle, quand on a un cadre, on peut commencer à jouer dedans. Et c'est là aussi intéressant d'avoir la réglementation. La première barrière qui peut être intéressante à lever, c'est de simplifier la compréhension de cette réglementation. Ça, c'est peut-être une première chose qui est intéressante. Et aujourd'hui, on a des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire ça. Par exemple, rendre visuel tous les cas que je dois prendre en considération dans une réglementation. Ça, c'est une première chose. Mais ce qui me permet de rebondir sur ce que disait Bertrand juste avant, c'est qu'il met des indicateurs pour voir. Et ça, c'est très intéressant comme démarche, parce que c'est déjà ce qu'on appelle une démarche qui est basée sur la donnée, data-driven. J'observe, j'écoute, je tâte, ça marche pas. Juste au tout début, tu as dit, tu parlais de monitorer plein de petites choses dans l'entreprise. Ça initiait des initiatives, ça lançait des initiatives internes des gens, parce qu'ils étaient capables de toucher concrètement ce qu'ils sont en train de faire. Et ça ramène, c'est plus du théorique. C'est du concret. Quand on commence à poser une donnée, on rend les choses concrètes. Et après, on se dit, tiens, sur celle-là, j'ai envie d'agir. Et si j'ai un objectif, à ce moment-là, on peut dire, est-ce que l'IA peut m'y aider? Dans la thématique de cette table ronde, on a comment produire mieux. C'est une chose qui est importante. On a entendu, par exemple, dans les bains, comment bien utiliser ses ressources. C'est j'ai envie de dire, un cas classique d'optimisation. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être même dans la notion de maîtrise de mon propre processus. Je veux réaliser un dépôt, ok. Je fais comme ça d'habitude parce que c'est comme ça qu'on fait et que je sais le faire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'électrodéposition de matière, c'est quand même un procédé qui est quand même, somme toute, multiphysique. Hein. On a de la chimie, on a de l'électrochimie, on a des matériaux, on a vraiment, c'est passionnant. Ok. Et qu'est-ce que je maîtrise vraiment de mon propre processus? J'ai probablement des procédés de recherche et développement à aller investiguer. Et je rebondis sur ce que disait Paul tout à l'heure. Aujourd'hui, avec de l'IA, on divise par 6 ce temps d'investigation. C'est le chiffre que tu évoquais sur l'outil que vous utilisez aujourd'hui pour faire l'analyse des QSAR. Nous, on a ce chiffre aussi en interne, qui est assez intéressant. Donc c'est pour ça que je rebondis dessus, parce que j'ai une data que je vais monitorer maintenant. Et c'est là où on se dit, OK, en fait, la R&D, elle n'est plus forcément très long terme. Et dans la gestion de mieux produire, ça peut être
comment je peux améliorer mon processus, comment je peux améliorer mes ressources, comment je peux améliorer justement la sécurité des travailleurs. Avec l'IA, il y a beaucoup de craintes autour de l'IA, et donc moi j'ai regardé un petit peu dans la presse ce qu'on disait au moment où l'électricité est arrivée. C'est intéressant de voir, parce que les gens se disent, ben oui, et ils avaient plein de peurs, notamment environnementales. Une des grosses questions, c'était est-ce que l'électricité ne va pas détruire la planète ? Et une des grosses choses qu'ils ont vues, c'est la qualité de travail qui s'est améliorée. Et je pense que, par exemple, avec du monitoring de données, on verra arriver dans les ateliers ce qu'on voit déjà, par exemple, dans le nucléaire, où les gens ils ont leur petit badge de radiodensimétrie. Pourquoi pas ailleurs ? Pourquoi pas en chimie ? Et tout à coup, l'analyse générale de dire un candidat qui vient postuler pour venir chez moi sait que chez moi, on fait attention à ça. C'est fondamental. J'avais prévu de te challenger sur la partie oui, c'est compliqué de recruter. Est-ce que tu sais combien ? Est-ce que tu as mis un chiffre là-dessus, toi ? Et à quel point c'est difficile de recruter ? Non. Mais... Eh ben, par exemple, en recherche et développement, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les chiffres du Pôle emploi nous disent qu'il y a à peu près 7 postes ouverts sur 10 qui ne sont pas fournis. 70%. Donc pour faire venir quelqu'un chez soi, déjà ça veut dire qu'en termes de productivité de travail, intégrer de l'IA, ça peut être intéressant, parce que juste pour éliminer les tâches rébarbatives et répétitives, ça c'est intéressant. Mais dire, moi je commence à intégrer tout ça d'une manière vertueuse, eh bien, je pense que là on a des nouvelles générations qui adhèrent, et là elles suivent, et là elles viennent en fait. On s'en rend compte, hein. Enfin moi je sais qu'on s'en rend compte. Alors je rebondis et je me retourne vers Sandra Louis, justement, avec cette question. On parlait justement d'être plus vertueux. Alors comment réussir justement à rester efficace tout en étant plus vertueux ? Alors, concrètement, je vais illustrer un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, en termes de motivation. Donc, comment ça se traduit concrètement ? Déjà, si on parle de substitution de matières premières par rapport à des matières fossiles, on va aujourd'hui beaucoup se tourner, par exemple, sur tout ce qui est utilisation de la biomasse, donc aller chercher dans la chimie dite verte et utiliser, isoler et synthétiser à partir de ces matières premières utiliser des déchets de bois, des déchets de matières agroalimentaires, aller chercher dans les algues, etc., pour pouvoir utiliser des produits qui soient à la fois biosourcés, recyclables et recyclés. Et là, on a une entreprise qui a travaillé récemment pour substituer une résine plastique à une résine qui est issue d'une plante qui s'appelle le ricin et qui permet actuellement d'être utilisée pour fabriquer des baskets qui sont éco-conçues. On parlait d'éco-conception ce matin. Donc déjà, elles sont en monomatière, une matière donc qui est biosourcée, ce sont des baskets qui sont recyclables et qui sont recyclées. Alors en plus, l'entreprise, elle a imaginé le circuit de commercialisation qui va bien pour pouvoir remettre dans le circuit ensuite des baskets qui sont passés par cette moulinette. Donc ça passe par ça. En ce qui concerne la limitation de la consommation des ressources, alors quand on parle d'énergie, on a parlé d'énergie tout à l'heure, ça peut passer par de la substitution de process. Là, typiquement, j'ai un adhérent qui, pour certaines de ses productions, va passer de process en batch à du process de flux continu. C'est quoi travailler en batch ? C'est travailler avec des gros volumes de réactifs qu'on va mettre dans des gros réacteurs, donc on va mobiliser d'un seul coup plusieurs centaines de kilos ou plusieurs tonnes de matière qu'on va faire réagir dans un réacteur et on va faire un gros paquet d'un coup. La chimie en flux continu, c'est complètement différent. On va amener ces réactifs par des tout petits tuyaux qui sont vraiment 2-3 mm d'épaisseur, et la réaction, elle va se faire à la jonction entre ces petits tuyaux et uniquement à cet endroit. Mais par contre, on ne va pas mettre tout d'un coup et faire réagir, on va vraiment
en continu amener ces matières à réagir. On va avoir du coup un meilleur échange thermique, un meilleur rendement, et on va du coup gagner en productivité énergétique. Et puis aussi, on va gagner en risque parce qu'en fait, on prend moins de risques en mobilisant des petites quantités de matière plutôt qu'en utilisant des grands volumes. Et la chimie durable, c'est ça aussi. En ce qui concerne l'eau, alors on a pas mal de projets qui sont engagés aussi en chimie, par exemple pour limiter les prélèvements. Ça peut être utiliser des eaux pluviales pour alimenter des tours aéro-réfrigérantes. Ça peut être aussi, j'ai pas mal d'entreprises qui s'équipent en osmose inverse. L'osmose inverse, c'est quoi? Vous avez des effluents, vous avez des eaux dans lesquelles vous avez des particules en suspension, donc, dont vous souhaitez vous séparer. Donc, votre eau que vous souhaitez traiter, elle va passer par ces osmoseurs. Et à la sortie, vous allez avoir d'un côté de l'eau ultra pure où vous n'allez plus avoir que des molécules d'eau, et de l'autre côté, l'eau dans laquelle on aura éliminé, je dirais, toutes les molécules dont on veut se séparer. Et l'eau qui est donc ultra pure va pouvoir être réutilisée dans les fonctionnements. Et là, ça c'est quelque chose que je vois pas mal intégré dans pas mal d'entreprises de chimie. Merci. Petite réaction de Gilles. Ça, c'est vertueux vu de l'environnement, et là, j'invite les gens à débattre aussi. Et Xavier, tu me dis si je dis des bêtises, mais je crois qu'il y a aussi surtout un choix managérial. C'est-à-dire que la notion de vertu, elle est directement dirigée par l'entreprise. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Alors, on est contraint de faire des choses, mais il y a aussi une certaine vision, je crois. Et c'est important on entend beaucoup de projections par rapport à la planète, etc. Mais l'absorber après dans son entreprise, c'est encore autre chose. Et oser porter cette vision et parfois faire des choix technologiques, des investissements majeurs qui sont pas toujours facile à faire, eh bien c'est là aussi où on a une prise de risque. Tout à l'heure on parlait effectivement Mustela qui décide d'abandonner ses lingettes, qui a un énorme centre de coût pour elle, et qui dit ok, nous on décide, c'est pas, pour dire les choses simplement, c'est pas bien, on arrête. Pourtant je faisais du gras avec. Et ça c'est intéressant. Et tout à coup on se rend compte que quand on regarde, vu de la R&D qui se passe derrière, c'est très intéressant parce qu'on se dit que c'est un peu un chaudron intellectuel, et que le fait de rebattre un peu les cartes, on se rend compte qu'il y a plein d'idées qui sont très bonnes, qui peuvent reprendre la place. On en discutait un petit peu pendant le repas, mais la chimie a aussi beaucoup de choses à nous apprendre, en particulier dans le monde de la donnée, parce que la chimie a été obligée de collecter énormément de données depuis très très longtemps. Donc ils sont structurés pour ça, et ils ont la démarche que tu avais tout à l'heure de dire ça avance pas. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut apprendre aussi plein de choses. Et le fait qu'il soit... Moi, dans ma veille, à titre personnel, je fais très attention à ce que fait la chimie parce que comme ils ont beaucoup d'expertise et de retour d'expérience, ne serait-ce que dans la manière de faire, ça peut inspirer beaucoup d'entreprises derrière, en se disant, OK, ils ont déjà plus de 50 ans d'expérience en data-driven parce que réglementairement, ils étaient obligés de le faire. Inspirons-nous, en fait, tout simplement. Mais cette notion de vertu, elle est vraiment humaine aussi. Il faut vraiment c'est un choix. Alors, je vais faire réagir, mais je me tourne du côté de la salle. Je ne sais pas si Xavier ou d'autres personnes veulent réagir à ce que vient d'être dit par Gilles. Bertrand? Moi, je veux dire, le choix, effectivement, il faut que ce soit un choix aussi de la gouvernance de l'entreprise, mais qui peut être aussi guidé par les instances. Moi, je vois que, par exemple, on a la région, tout ça, nous, en Franche-Comté, des choses comme ça aussi, nous aide aussi. On travaille sur un produit éco-conçu aujourd'hui pour essayer de diminuer la quantité de matière qu'on peut mettre sur un connecteur qu'on fait du traitement. Aujourd'hui, on va recouvrir la pièce complète alors qu'il n'y a qu'une petite partie de la pièce qui aurait besoin d'avoir une forte épaisseur. Et on essaye d'étudier des choses, des nouvelles technologies, des choses comme ça, et on sait que ça peut être la région, ça peut être d'autres instances qui vont nous aider, et puis on se dit, si on n'est pas tout seul non plus, et puis ça redonne de la motivation aussi. Donc sur des choses comme ça, ça permet aussi d'être... on n'est pas tout seul dans son entreprise à faire ça, quoi. Sophie Maz. Oui, moi je pense qu'on peut le décomposer en plusieurs axes.
Il y a d'abord le travail collaboratif, que ce soit avec les employés ou avec les donneurs d'ordre, pour avoir une meilleure gestion des flux aussi dans les ateliers, ce qui permet de gagner en consommation de produits chimiques ou en énergie. Donc ça peut être un axe de travail. Ça peut passer par une analyse fine des données environnementales, que ce soit des valeurs limites d'émission pour détecter des anomalies, des fuites ou des choses comme ça, ou des valeurs qu'on va monitorer sur des chaînes pour regarder quand est-ce qu'il faut ajouter les produits chimiques dans les bains pour minimiser la consommation des produits chimiques. Ça, c'est important. On a pas mal travaillé dessus cette année avec le Centre technique des industries de la mécanique au travers d'un projet qui s'appelle Ligne de surface connectée. Et c'est un projet qui a beaucoup intéressé les industriels, parce qu'aujourd'hui, les capteurs dans la profession du traitement de surface, on commence à y venir, mais c'est pas encore assez répandu, je dirais. Et donc, on a un beau projet là-dessus. Et puis, on parlait tout à l'heure de la responsabilité du chef d'entreprise. Je pense que ça passe aussi par la mise en place d'une démarche RSE. Donc, nous, on a aussi pas mal travaillé là-dessus. En 2024, on a remis à jour la charte de développement durable qu'on propose aux adhérents d'utiliser. Donc, c'est pas une obligation, c'est un outil pour les aider à mettre en place cette politique RSE. Et on est même allé plus loin en rédigeant un guide RSE avec justement des pistes pour les aider à rester efficaces tout en étant plus vertueux. Je rebondis un tout petit peu sur justement l'approche qu'on va rencontrer dans les ateliers. Vu de la data, on a entendu beaucoup parler de l'entreprise 100% automatisée, etc. On se rend compte, le monde de la qualité nous apprend plein de choses. C'est que fut un temps, la numérisation à outrance, paradoxalement, pouvait faire perdre en qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de démarches qu'on appelle de cobotisation, c'est-à-dire qu'on travaille avec de la machine, mais il y a bien un expert derrière. C'est pareil pour l'IA, ça va être pareil pour le traitement de la donnée, la surveillance, etc. Où on va être vraiment sur des démarches d'augmentation de la capacité que juste du remplacement ou vraiment des nouvelles choses. Et c'est là où on va voir un petit peu le métier de chacun ressortir, et cette vertu du travail de chacun, on va se le réapproprier paradoxalement avec des outils comme de l'IA, ce qui peut paraître assez paradoxal. Pour revenir sur l'IA, c'est vrai qu'on fait des mesures au quotidien. Nous, les pièces qu'on va traiter, on va les mesurer au quotidien, et toutes les pièces sont... Enfin, une grosse partie, on a énormément de données, et ces données-là, aujourd'hui, on n'en fait pas grand-chose, à part, ça sort soit un certificat de conformité, ça valide la conformité des pièces auprès des clients, mais c'est toutes des données qu'on a, et qu'aujourd'hui, l'IA pourrait nous permettre... on pourrait étudier ces données-là et pouvoir anticiper des problématiques sur un bain qui sera en train de dériver, et on aurait des diminutions d'épaisseur, ou alors mieux consommer les produits, avoir les bons paramètres pour pouvoir avoir vraiment les épaisseurs optimum, et puis pour essayer de mieux travailler, j'allais dire, utiliser ces données qu'on a déjà au quotidien, mais c'est juste essayer de les travailler, et puis avec l'IA en fait, puis pouvoir mieux travailler en utilisant l'IA. J'ai eu Paul se saisir du micro, donc je vais vous laisser réagir. Oui, je serais intéressé de savoir l'opinion de l'industrie. Le vrai problème, c'est qu'en fait, avec l'avenir, avec 1 milliard de personnes de plus qui vont arriver dans le monde rapidement, il va falloir faire beaucoup plus avec beaucoup moins. On utilise déjà trop de ressources. On a déjà explosé les limites. Boundary limits de la planétaire pour, je crois que c'est 6 sur 7 déjà. On ne peut pas continuer comme ça, mais l'industrie, est-ce qu'elle est prête à accepter une décroissance qui sera éventuellement inévitable? Est-ce que les consommateurs sont prêts à accepter de diminuer ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils veulent porter, un facteur de 50% pour essayer d'être dans une position d'avoir une possibilité de sauver la planète? Ou quelle est votre vision pour ça? Parce que c'est pas, même si je respecte énormément, c'est bien d'avoir des notions, d'essayer des idées, d'essayer de diminuer la quantité qui est nécessaire sur une partie d'un gadget pour pas couvrir la totalité du gadget, mais c'est pas ça qui va être suffisant pour vraiment nous sauver en fait. Il faut vraiment diminuer les quantités de production et revoir les choses. Sobriété. Tu me passes le micro, du coup.
Je pense que l'industrie est prête à beaucoup de choses. On est prête à se transformer pour améliorer l'environnement dans lequel on vit. On parle beaucoup de décarbonation, de maîtrise des émissions, de choses comme ça. Donc oui, maintenant, on a besoin de toute façon de l'industrie pour vivre, tout simplement. Et donc, est-ce que le grand public est prêt aussi, lui, à moins voyager pour qu'il y ait moins d'avions qui se construisent? L'industrie suit la demande, donc aujourd'hui on répond clairement à une demande. Si demain on n'a plus la même demande parce qu'on aura d'autres types de véhicules, choses comme ça, on se transformera pour réussir. Mais de toute manière, pour vivre, on a besoin de l'industrie, on ne peut pas faire autrement. Sandra, lui aussi. Oui, moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Pour moi, la première donnée d'entrée, c'est la demande des consommateurs. D'accord ? Donc, il ne faut pas se leurrer. Supprimer 50% l'industrie et les produits qu'on met à disposition, moi, j'y crois pas, parce que vous, en tant que citoyen, vous êtes demandeur d'un certain nombre de choses. Ce que je crois, en revanche, si jamais on veut vraiment avoir une action, moi, je suis convaincue, je parle pour la chimie, je suis convaincue que la chimie durable, elle est faite ici. Elle est faite en Europe. Elle est faite en France. Pourquoi ? Parce qu'on répond à une des réglementations les plus contraignantes, les plus sévères du monde, qui sert de modèle justement aux autres continents. Donc si jamais on veut aller dans le bon sens, je pense qu'il faut qu'on capitalise sur l'industrie qu'on a ici en France et en Europe. Si demain on se dit mon produit il est pas vertueux ou il faut plus que je le fasse, etc., et que ce sont des produits qui sont fabriqués de façon moins durable sur d'autres secteurs de la planète, je pense qu'on aura perdu. Donc on ne peut pas, à mon sens, il faut avoir un raisonnement global, responsable, comme je le disais. Nous, je pense qu'on est, je le disais en introduction aussi, on est des industriels responsables. On fait attention à ce qu'on fait. On progresse tous les jours aussi, en fonction de ce que nous donne la science, en fonction des données qu'on a, des capacités d'analyse qui se développent, de la connaissance aussi qu'on acquiert. Et à partir de là, on travaille mieux. Donc, voilà, j'entends effectivement votre remarque. Je suis d'accord, mais je pense que la donnée d'entrée, c'est quand même la donnée consommateur et que nous, l'industrie française, européenne, on est quand même en capacité de répondre en grande partie à ça. Et chez nous, peut-être mieux que chez les autres. Voilà. Bertrand aussi veut réagir. Alors, juste pour donner un exemple, nous, on est une petite PME franc-comtoise, mais à notre échelle, si on regarde les gros projets pour les 2-3 prochaines années, c'est réduction de notre consommation d'eau de 30% avec du recyclage, et puis arriver à l'autonomie énergétique sous 5 ans, avec la mise en place d'une biomasse au miscanthus, donc des champs de miscanthus, des roseaux qui sont plantés aux alentours de l'entreprise, parce qu'on a aussi des terrains, donc on a planté des roseaux au miscanthus. On a une turbine qu'on est en train de réhabiliter, donc qui nous permet de produire 25% de notre consommation d'énergie. Et puis on réfléchit à la mise en place de panneaux. Mais on voit que les projets vraiment importants pour les prochaines années, c'est vraiment lié à ça, quoi. Donc c'est vrai qu'on est quand même prêt à changer et puis à investir aussi dans ces domaines. Pour compléter, je pense qu'il ne faut pas oublier que, particulièrement dans notre profession du traitement des matériaux, le traitement des matériaux qu'on fait sur les composants mécaniques allonge la durée de vie des pièces. Donc, quelque part, permet également de faire des économies de ressources. Donc, sans ce secteur industriel, il y a des pièces qu'on construirait 20 fois plus que ce qu'elles sont actuellement. Donc, voilà, il faut faire la part des choses. Quand on parle de supprimer de l'industrie, il faut déjà voir qu'est-ce que l'industrie apporte au monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces réponses. Si vous avez d'autres réactions sur ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas. Faites un signe. On a parlé d'IA justement et je voulais vous questionner sur l'innovation en fait au service d'une industrie plus verte. Anne-Sophie Mas, vous nous avez présenté ce matin justement vous avez expliqué qu'il y avait un besoin d'outils, les solutions qui étaient en train d'être développées. Alors justement, moi je rebondis, je me tourne aussi vers Bertrand. Quel type d'outils peuvent être développés justement en termes d'innovation? De quoi vous auriez besoin en fait, voilà, pour
continuer d'avancer encore. Je sais qu'il y a des... Voilà, Quarks propose des choses aussi. En se rapprochant sur l'IA, nous on pensait effectivement on a des bases de données avec... étudier ces bases de données, comme je pouvais dire tout à l'heure, pour essayer de mieux consommer les produits chimiques qu'on peut utiliser dans les bains, pas avoir de la surconsommation, anticiper un défaut sur un bain, par exemple, également. Si on commence à avoir un bain qui dérive, on pourrait anticiper avec la mesure étudier plutôt les données de mesure sur les pièces, les mesures d'épaisseur des pièces, introduire de l'IA déjà à ce niveau-là. Ensuite, on a aussi, comme je disais tout à l'heure aussi, essayer de mieux... quand on dépose, on a besoin d'un contact à un endroit de la pièce, pas forcément sur l'ensemble. Donc on essaye d'étudier aussi des nouvelles technologies qui nous permettraient de faire un peu de traitement sélectif, ce qu'on appelle le traitement sélectif, mais sur des pièces plutôt type vrac. Essayer de plutôt déposer à l'endroit où on a besoin et puis pas partout. Donc ça permettrait de mieux consommer la matière. Et puis, sur des choses un peu comme ça, quoi, des produits... Par rapport à ce que Anne-Sophie Moss présentait ce matin sur les solutions, justement, faire peut-être réagir aussi. Ce matin, j'étais pas là. Je vais vous laisser la parole. Oui, nous, quand on a fait l'enquête auprès de nos adhérents, donc ce qui est ressorti, c'est effectivement le logiciel d'aide à la gestion environnementale. C'était un point important. Mais c'est également la simulation numérique pour positionner les pièces correctement dans le bain, par exemple, par rapport aux cathodes et aux anodes. Donc ça, c'est des gros besoins qui ne sont pas répandus assez aujourd'hui et qui pourraient permettre de faire des économies de matière et des économies de produits chimiques. Et puis l'innovation, c'est tous les jours, c'est de la R&D, c'est comme Bertrand l'a précisé, on essaye de trouver des bains, des procédés qui soient moins polluants ou moins énergivores. On parle également beaucoup de réutilisation d'eau dans les ateliers de traitement de surface, et ça, je pense que c'est un enjeu très important. On l'a vu cet été et l'année d'avant avec les arrêtés sécheresse qui se mettent en place au fil des ans et qui sont assez contraignants pour les industriels, puisqu'ils vont jusqu'à faire arrêter les entreprises quand il y a une sécheresse trop importante. Donc là, il y a vraiment des outils pour la réutilisation de l'eau à trouver. Alors quand on parle d'innovation, en général, on pense usine du futur ou on pense robot. Dans les ateliers de traitement de surface, c'est pas toujours possible de tout robotiser, étant donné qu'on n'a pas énormément de quantité de pièces, mais c'est des choses qui se développent. Xavier. Oui, moi j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui est dit, parce que ça me parle beaucoup. Ça fait 15 ans que je travaille pour des entreprises de traitement de surface, et pour avoir beaucoup vécu dans les ateliers avec les opérateurs, et puis suivi les flux de matière et organisé la collecte de ces données-là, tout ce que vous dites, c'est vraiment le concret des industriels que j'ai vécu et puis que j'ai pu constater. Effectivement, Bertrand, on a collecté pas mal de données et on a toujours pris soin de bien les structurer. Et puis avoir des données propres et des données réutilisables. Et ça, Gilles, il en aura besoin derrière, parce que, comme l'a dit Paul ce matin, si vous mettez des mauvaises données au départ dans une intelligence artificielle, il vous ressort ce que vous avez rentré en termes de qualité. Donc ça, c'est inutilisable. Donc déjà, il y a les entreprises qui sont digitalisées et les autres. Celles qui sont digitalisées ont un peu une longueur d'avance aujourd'hui, parce que quand il faut aborder la brique de l'IA, c'est un peu plus compliqué si on n'a pas les données, et c'est l'historique en fait de l'entreprise. Et après, il y a le faire ensemble, par fédération, par métier, parce que finalement, les enseignements des uns peuvent servir aux autres. C'est-à-dire que ceux qui ont collecté de la donnée et qui en déduisent des processus vertueux et qui peuvent entraîner des modèles, après ces modèles, si ils sont partagés au sein d'une communauté d'entrepreneurs, ils peuvent être réutilisés sans que ça dévoile des secrets de fabrication. Et c'est là où Gilles allait prendre le micro et s'est arrêté. Parce que là, on parle d'un sujet qui est lié à l'open innovation. Et je pense que de toute manière, on va revenir assez rapidement au fait que chacun va être complètement dépassé, soit par des impératifs réglementaires, soit par des disparitions de modèles économiques. Et par contre, ensemble,
et ensemble, on peut dire l'industrie française, ensemble, on pourrait dire l'industrie européenne, ce sera peut-être plus difficile, mais il y a des choses qui se font. Par exemple, la révolution de la batterie pour les véhicules électriques. Aujourd'hui, on a quand même un consortium entre Total, à travers Saft, qui s'associe à Stellantis et qui s'associe à Mercedes pour fabriquer ces fameuses gigafactories qui sont en cours de construction dans le nord de l'Europe. Et c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est un vrai projet dimension Airbus. On parlait de l'aviation et des avions aujourd'hui. Et donc, c'est des initiatives énormes avec des acteurs économiques colossaux qui ont des moyens au service de la transformation du modèle de transport de tout un chacun. Et ça va se jouer à l'échelle de continents, ces transformations-là. On voit la puissance de la Chine, on voit la puissance américaine, la puissance européenne, elle n'est pas du tout négligeable dans cet exemple-là. Et si on revient à un autre sujet qui est aussi un petit peu la thématique sur les produits chimiques et ce que c'est qu'un produit chimique vertueux, en soi, en fait, il est vertueux, ça dépend de comment il est utilisé. Qui l'impact, quelles expositions sur l'environnement, sur les salariés, sur le consommateur, quel service ça rend, c'est quoi le bénéfice-risque dans un médicament, par exemple. Il y a toujours la différence entre ce pourquoi il est fait et puis les effets indésirables, on va dire. Donc tout ça, c'est extrêmement complexe. Nous, dans la base de données, Michel a collecté aujourd'hui plus de 326 000 substances. Il parlait de 100 réglementations. Vous croisez ces 326 000 substances avec 100 réglementations, c'est déjà pas mal. Puis après, vous rajoutez des milliers de produits qui sont fabriqués en utilisant ces substances-là, qui sont ensuite mélangés, remélangés, qui arrivent dans des déchets. Et donc, on est dans une complexité affolante. Et un cerveau humain seul ne peut pas le faire, ne peut pas l'appréhender. Une entreprise à son échelle ne peut pas appréhender toute cette complexité-là. Il y a en plus les enjeux financiers dont on a parlé, les données market donc du consommateur. Et voilà, et donc tout ça, de toute manière, finira digéré par une intelligence artificielle, quoi qu'il en soit. Donc l'idée, c'est de commencer ensemble, d'avoir des modèles open innovation, et puis que je pense que les grands acteurs, ils vont vite comprendre que leur intérêt, c'est de travailler tous ensemble à construire ces modèles du futur. Mais j'aimerais bien que, Gilles, tu nous reprécises un petit peu ce que c'est que l'open innovation. Alors, pour donner un exemple très concret, on parlait d'optimisation tout à l'heure. Je cherche à optimiser mes ressources, par exemple, sur ma consommation d'eau ou d'électricité. On peut travailler à plusieurs acteurs sur OK, on va construire un système d'optimisation qui est efficace. Par contre, je vais l'utiliser sur mes données, et ça regarde personne d'autre. Et mutualiser ces forces pour travailler sur des systèmes qui sont utilisables par d'autres, ça veut pas dire... Grosso modo, on fait une fourchette à plusieurs, mais la manière dont on va s'en servir, ça regarde chacun. Ça, c'est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure des ressources où ça devient compliqué, même au niveau des ressources humaines. On a en intelligence artificielle, par exemple, un vrai challenge qui est lancé maintenant. On en parlait encore récemment. On a Facebook qui vient de dire on vient d'installer notre centre de R&D à Paris, on débauche 300 ingénieurs en intelligence artificielle. Google a dit hors de question qu'on vous laisse notre poulailler de recrutement, donc on fait la même chose. Et Xavier Niel dit OK, on ne vous laissera pas, vous les Américains, nos gars, donc là on a 3 super centres de R&D qui s'ouvrent à Paris. Sauf que Xavier Niel dit moi pour les avoir les gars, je m'aligne sur le salaire des Américains. Donc on parle d'un salarié en intelligence artificielle coûte entre 100 000 et 200 000 $ par an. Qui peut se le permettre? Avec de l'open innovation, on commence à faire des choses parce que tout à coup, on peut mutualiser des choses et récolter le travail de plus que ce qu'on a mis en fait. Et c'est là où ça devient vertueux, si tant est qu'on est d'accord pour se donner un objectif. Et c'est là la première chose, il faut se mettre un objectif. Faire de l'IA pour faire de l'IA, ça ne sert à rien. C'est est-ce que l'IA peut m'aider à atteindre un objectif? Et si l'objectif est intéressant, là, ça vaut le coup d'y mettre les ressources. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est très bien, très bon exemple. Merci beaucoup, Gilles. Je voulais faire réagir aussi, parce qu'on en a parlé en préparant cette table ronde, Michel, justement, de l'IA, de l'impact de l'IA aussi. Justement, hein, vous me disiez qu'en 35 ans, vous aviez vu l'évolution sur la réglementation. Comment dire, on en parle souvent avec Gilles, parce que moi, j'ai des copains qui ont travaillé, par exemple, chez SGS, qui étaient directeur au niveau de l'INSA, directeur de SGS au niveau de Rouen, en fin de compte. C'est des chimistes purs et durs, experts au niveau de la Cour européenne et tout, au niveau chimie, d'accord. Et il est tombé tout petit dans l'IA et a déjà 20 ans au niveau de la chimie. Et on en parle tout le temps avec Gilles. La chimie, en fin de compte, au niveau de l'IA, ils sont à la pointe. C'est clair. Et cet expert-là, le jour, il me disait, tu vois, on est en train de modéliser des substances par IA, en fin de compte, plusieurs centaines.
d'accord, pour un problème de viscosité. Ils ont un truc très précis. Et là-dessus, en fin de compte, il me disait sur, je sais pas, 300 ou 400, je te dis hier, il en a trouvé 40, en fin de compte, qui correspondaient un peu au scope de ce qu'on voulait. Puis après, on va les tester. Il me disait, mais attention, ça, en fin de compte, si sans l'IA, dans 50 ans, on y était encore, en fin de compte. Hein. Parce que là, c'est des trucs, elle me dit, d'un point de vue cerveau humain, on n'est pas capable, en fin de compte, de... D'accord ? Et on parlait, là, ça rejoint ce que dit Paul, c'est que, par exemple, au niveau de la chimie, sur les substances, au niveau de la toxico, et ça rejoint quelqu'un qu'on a invité à une époque, comment dire, au niveau des quartziphidae, c'est qu'en fin de compte, il dit, et lui, il était pareil, en fin de compte, à ce niveau-là, c'est qu'il me dit, moi, quand je vois une substance, je suis capable de dire au niveau des radicaux qu'il y a dedans, boum, je soupçonne fort, ça va être toxique comme ci, comme... Voilà, d'accord ? Mais il me disait, ce qui est très bien, en fin de compte, c'est qu'au niveau de l'IA, on va pouvoir, en fin de compte, gagner un temps fou. Donc ça rejoint la discussion de Paul de ce matin, en fin de compte, d'avancer très rapidement à ce niveau-là, en fin de compte, d'accord ? Et c'est là qu'on va pouvoir énormément travailler là-dessus. Et je pense que, parce que les tests sur les animaux, forbidden maintenant, d'accord, on ne peut pas rien faire. Et là, maintenant, ça va être au top à ce niveau-là, je pense. Oui. Parce que justement, on parlait de chimie verte. Donc ça, c'est un exemple de biosourcer l'existant, quelque part. Mais il y a toute cette notion dans les métiers de la chimie d'inventer des nouvelles substances. Donc là, c'est un exemple très intéressant de se dire, bah voilà, on a 500 possibilités, il y en a 40 qui sont éligibles. Mais maintenant, comment je fais mon choix parmi ces 40 pour dire que ce sera celle-là qui va répondre à mon objectif? Donc forcément, on va faire des tests physiques, de performance du nouveau matériau. Mais comme les gens qui vont faire ça vont être des gens branchés sur l'objectif technique à atteindre, pour moi, il faut absolument que des outils comme ceux de Creatis arrivent directement dans cet outil d'étude de la performance pour que la performance environnementale soit directement envisagée, parce que ça peut permettre, dans les 40, de restreindre la fourchette à 20, simplement, pour garder qu'ensuite que les 20 qui seraient déjà acceptables environnementalement parlant, et après voir si les tests physico-chimiques sont appropriés. Et du coup, en prenant en compte la façon imaginée de le produire, est-ce qu'une substance ou une autre va potentiellement demander plus d'énergie ou plus d'eau pour être... je ne sais pas si c'est des exemples pertinents, parce que j'ai une connaissance très limitée sur la façon de fabriquer des nouvelles substances. Mais en tout cas, est-ce que ça pourrait être une matière biosourcée ou pas, par exemple? Est-ce que c'est une substance qu'on retrouverait dans la nature? Alors, Gilles, je me permets, je crois que... Paul, peut-être? Non? Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour. Monsieur Rollin, moi je vais vous partager un peu comme vous mes 40 ans d'expérience où j'ai sali mes blouses dans les ateliers de traitement de surface. Et pour couper avec tout ce que vous avez dit cet après-midi, notamment au niveau des datas qui sont disponibles pour l'intelligence artificielle, vous en avez parlé un peu au niveau de la BIDAC, mais ça existe dans tous les ateliers. C'est-à-dire que depuis des années, moi j'ai fait beaucoup de R&D et on a toujours été frustrés en R&D parce que chaque fois qu'on veut faire des plans d'expérience pour optimiser des produits, on nous restreint le nombre d'expériences. Alors qu'un atelier de traitement de surface, chaque fois qu'il sort une barre de production, un tonneau de production, c'est une expérience à elle-même. Parce qu'on a une multitude de data qui arrivent de partout. Vous avez parlé des épaisseurs, mais il y a des gens qui mesurent d'autres valeurs. Vous mesurez derrière les concentrations de vos bains, vous mesurez les pH des passivations, enfin tout un tas de paramètres qui sont aujourd'hui enregistrés depuis des années par rapport à des industries lourdes comme l'automobile, l'aéronautique, où on demande une traçabilité parce que le jour où il y a un Airbus qui atterrit dans la pelouse, on veut comprendre pourquoi. Donc, c'est normal. Et aujourd'hui, on est pris à la gorge sur le timing. On en a parlé ce matin. On n'a plus le temps. Et donc, on parle de mettre en place des outils d'analyse du tout de suite, alors qu'on a déjà la data d'hier et qui est là depuis des années. Et moi, ça m'a toujours rendu malade de voir ces gens qui, à longueur de journée, enregistraient, remplissaient des fichiers Excel et des machins pour dire « Ah ben si dans 10 ans, il y a une Mercedes qui s'est enroulée autour d'un arbre, il faut que je justifie que c'est pas de ma faute. » Et c'est uniquement pour ça qu'on a capitalisé de la data. Et aujourd'hui, celle-là, elle est disponible pour tous.
Mais par contre, on n'a pas les outils pour les exploiter. On avait essayé de faire ça il y a une époque, à travers un syndicat de la mécanique aussi, notamment les gens de la partie Artema, sur les gens qui fabriquent de la visserie. Et on avait été confronté à la problématique de l'interconnexion des bases de données entre elles. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème qui est insurmontable. Et puis, pour répondre à la question que nous a fait monsieur tout à l'heure, aujourd'hui, si vous voulez avoir le bilan carbone le plus faible, il faut que vous acceptiez d'aller vivre en Afrique centrale. Est-ce que tout le monde est capable de le faire, de l'accepter? Ce sera malheureusement une minorité. Aujourd'hui, quand on voit le score que font les gens au niveau de l'écologie, etc., c'est un pourcentage qui est faible. Par contre, notre responsabilité, nous, comme vous dites, en France, en Europe, la chimie est très avancée sur le côté réglementaire, etc. Mais notre responsabilité à tous, c'est d'éviter que ces gens-là fassent les mêmes conneries que ce qu'on a fait pendant des années. Donc c'est à nous, avec nos connaissances, avec nos datas, avec tout ça, d'aller vers eux et de communiquer, de les accompagner et c'est pas, on va pas aller vers eux, tout le monde ne va pas aller vivre comme eux. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'eux viennent vivre comme nous. Donc il faut que c'est le croisement de deux chemins sur lesquels il faut que nous, avec notre expérience, on puisse leur faire fabriquer des choses durables qui vont leur servir parce qu'ils vont avoir des besoins et des choses comme ça. Et je pense que la discussion, c'est plus comme ça, consensuel comme ça, qu'il faut la percevoir, quoi. Alors, je vais faire agir Gilles, je pense, tout de suite. Juste pour donner un chiffre, hein. Alors, quand on parle d'utiliser de la donnée, on a très bien conscience, et c'est pour ça qu'on peut se le permettre, d'utiliser de la donnée passée pour justement avoir à moins en produire sur l'avenir. Donc, dans les ateliers de traitement de surface, et c'est une des choses qu'on a beaucoup discuté avec Xavier, justement, l'idée, c'est de dire, il y a déjà un capital énorme. Et aujourd'hui, on est en phase de exploitons ce capital. On n'est pas en train de dire il faut refaire de la donnée. Pour donner une idée de ce que c'est que le gain de temps dans la chimie, donc effectivement, Michel donnait un ordre de grandeur. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a quelques mois, l'université, donc les laboratoires de Berkeley, ont mis en place une démarche avec Google DeepMind pour rechercher des nouveaux matériaux de synthèse. En quelques jours, ils ont découvert 2 millions de nouveaux matériaux de synthèse. Sur les 2 millions de nouveaux matériaux de synthèse, ils ont estimé qu'il y en avait à peu près 400 000 de viables. Sur les 400 000 de viables, ils les ont branchés à un robot de génération directement dans le laboratoire, c'est-à-dire qu'ils avaient les essences élémentaires et ils l'ont composé sur place. Ils ont plus de 70% de réussite. C'est énorme, c'est énorme. On se projette dans la chimie même moléculaire ou dans le médicament, les procédés, ils sont juste effrayants. Et là, c'est intéressant aussi de les connecter avec des garde-fous. Parmi les 400 000 intéressants, c'est pas parce que je suis capable d'en faire un qu'il faut le faire, en particulier si on veut être un petit peu responsable. Mais déjà de se dire, de la même manière, on est capable d'explorer des exoplanètes maintenant avec des systèmes automatisés où on se dit, je suis capable de dire, est-ce que cette planète abrite potentiellement une vie humaine ou pas? Ça nous prenait des centaines d'années et c'est réduit à quelques mois. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, finalement, ça ne va pas être du gâchis, toute cette donnée collectée. Bien au contraire. C'est une vraie richesse, c'est juste qu'aujourd'hui, on peut l'exploiter, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Et donc, on pourrait l'exploiter de manière collaborative, sans nécessairement qu'il y ait un tampon propriété intellectuelle qui empêche le partage d'informations, donc plus dans un esprit open source, open innovation. Et on voit d'ailleurs que les démarches autour de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on parle de Open AI. Bon, ils ont un petit peu changé de modèle, visiblement. Elon Musk n'est pas très content. Mais on a quand même tout ce que fait Facebook avec Llama 2, c'est open source, c'est utilisable. Les Français, Mistral, c'est open source, c'est utilisable par tout un chacun. Ça veut dire que nous, intégrateurs, éditeurs logiciels, on pourra demain embarquer des composants IA faits par des énormes structures, en tout cas ultra financées, pas du tout comme nous, et avoir cette puissance-là dans un serveur. On a quelques machines intelligence artificielle chez Quarks. C'est accessible. Tu me montrais des graphiques de gains de puissance. Entre 2018 et 2024, une machine qui fait un peu du calcul, on a fait x65 en termes de capacité de calcul. x65, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Je n'ai plus besoin d'aller faire des calculs sur un serveur Amazon quelque part. Sinon, c'est que j'ai un vrai problème de données. Et de la même manière, si on n'a pas envie de partager sa donnée, ça n'empêche pas de faire de l'open innovation
réglementation. Pourquoi? Parce que dans la data, on s'est posé la question, en particulier quand on a de la donnée personnelle, on fait ce qu'on appelle de la donnée synthétique, c'est-à-dire que j'ai mes données, je ne veux pas partager mes données, donc sur la base de mes données, je vais en générer des nouvelles qui sont complètement synthétiques, mais représentatives de ce que j'ai. Et à partir de là, je peux travailler avec un échantillonnage où je ne donne pas ma donnée, mais ça me permet de collaborer avec d'autres acteurs. Et là, ça devient intéressant. Alors, du coup, je ne sais pas, dans le public, si vous êtes interloqué par la tenue en tout cas, l'écosystème qu'on vous présente cet après-midi, c'est un petit peu inhabituel, mais je pense qu'on est aujourd'hui, en 2024, vraiment à un tournant où, justement, il y a de la data, il y a de la puissance de calcul, il y a les processus, il y a l'open source, il y a le besoin. Il y a tout ça, et c'est un petit peu pour ça qu'on a construit c'est comme ça qu'on a imaginé cette table ronde. C'est parce qu'en fait, toutes les personnes dans la chaîne ont tous un intérêt commun à ce que ces choses-là s'améliorent, et il y a tous les moyens à disposition sans être nécessairement installé en Californie et financé avec 3 milliards, quoi. Et donc, chacun peut le faire. Et c'est juste une question de se dire quelle méthode on prend. Donc bien sûr, il faut avoir des experts qui nous guident. Il faut savoir comment récupérer ces données. Il faut passer d'un logiciel à un autre. L'interopérabilité, c'est vraiment très important. Et puis à partir de là, on peut repenser tout sans gros investissements. Et les gros investissements aussi, oui, il y en aura certains, c'est dans les laboratoires de recherche de chimie où on trouvera des solutions, et puis dans les laboratoires de recherche en toxicologie et en écotoxicologie, pour que toute cette recherche qui va aller à vitesse grand V à trouver des nouveaux matériaux, on ne retombe pas dans des travers de ce qu'on a connu. Il ne faudrait pas réinventer l'amiante, quoi, quelque chose. On arrive petit à petit à la fin de la table ronde. Je vais laisser la parole, et puis après, on terminera. Je suis entièrement d'accord avec toi, Xavier. Je pense néanmoins qu'il y a un besoin d'un changement de réflexion, mindset dans l'industrie en général. Pas 100%, mais j'étais très surpris parce qu'on avait eu récemment une demande d'une grosse multinationale, mais américaine. Et puis les Américains ne sont pas forcément les premiers sur la liste quand on parle d'éco-conception, normalement dans notre tête. Mais eux, ils sont arrivés avec une liste de 50 substances, parce qu'il avait une substance qu'il utilisait qui était en train de trouver la fin de sa vie à cause des problèmes de CMR. Et du coup, il fallait un remplaçant pour cette substance. Donc, ils sont arrivés, ils ont dit, mais en fait, on ne sait pas quel est le meilleur performant, mais on sait que parmi les 50, il y a probablement quelque chose qu'on peut faire avec ça. Mais d'abord, on va voir quel est le moins toxique. Donc, ils nous ont filé le 50 pour faire d'abord un rapide screening de toutes les propriétés santé humaine qu'on pourrait retrouver pour ces substances-là. Et puis, à partir de ça, on est sorti une poignée de substances où on a dit, voilà, ils sont le moins toxiques. Et ils ont dit, OK, maintenant, on va faire notre recherche là-dessus. Ça, c'est pour moi, vraiment, ça, c'est ce que j'appelle l'éco-conception. Par contre, classiquement, ce qui se passe dans l'industrie, je travaille pas mal avec l'industrie, donc je le vois encore, et même avec les gens dans les affaires réglementaires, ils ont énormément de mal à renverser cette situation classique où, en fait, c'est R&D qui vont sortir un produit. On ne sait pas si c'est du bon, du beau, du truand. Et finalement, la fin de chaîne, c'est les réglementaires qui sont obligés de pousser le dossier et passer ça aussi bien que mal à travers le LECA et les autres. Et souvent, ça passe mal. Et quand on a fait suffisamment d'études et dépensé suffisamment d'argent dans les études chroniques, on découvre, ah bah oui, finalement, cette substance-là, c'est poubelle. Il faut recommencer encore au départ. J'aimerais bien voir que, pour moi, les vraies définitions de l'éco-conception, c'est quand on commence à ancrer cette méthodologie où on met le réglementaire en haut pour réfléchir sur les propriétés des substances, même sans oublier évidemment le R&D, parce que sans le R&D, on ne peut rien faire. Mais si on a une centaine de substances, déjà, avant d'aller à la prochaine étape pour vérifier le procédé et tout le reste qui va en aval et le pilote et compagnie, allez d'abord pour voir les propriétés à long terme.
On continuera avec la deuxième table ronde par l'éco-conception, mais on arrive sur la fin de cette première table ronde. Et puis Xavier, ce matin, justement, disait « Demain se prépare aujourd'hui ». C'était la question, je crois que tu avais posée à ChatGPT. Et en fait, moi, je voudrais vous poser la question, donc Sandra Lui, Anne-Sophie Maz et Bertrand Sensé, comment vous voyez, enfin voilà, on a parlé beaucoup des avancées, d'innovation, de l'IA, mais comment vous voyez, vous, en fait, le monde de demain pour l'industrie du traitement de surface, pour la chimie? Anne-Sophie Maz, peut-être. Je pense qu'il y a des grands objectifs. Le premier, c'est de conserver le savoir-faire sur le territoire. On a parlé des problèmes de recrutement, mais je pense que l'enjeu, il est là. On est de plus en plus confronté à des concurrences étrangères. Et donc, il faut se battre pour conserver une industrie en France, parce que je pense que l'industrie, c'est quand même l'avenir. Donc, ça, c'est un point important. Et l'enjeu, c'est aussi, d'un point de vue environnemental, réussir la transition. On parlait de produits plus vertueux. Aujourd'hui, on y arrive et tout le monde travaille dans le même sens pour avoir des produits plus verts, entre guillemets, mais qui soient aussi efficaces que ce qu'on peut avoir et dont on ne découvre pas par la suite qu'ils ont des propriétés négatives, que ce soit sur l'environnement ou sur l'être humain. Donc il y a quand même une équation avec beaucoup de paramètres et c'est pas forcément évident à solutionner. Donc les enjeux, oui, il y en a beaucoup, mais je pense que l'industrie en vaut le coup. Sandra Lui. Alors moi, je vais parler pas forcément pour le traitement de surface, mais pour la chimie. Le monde de demain de la chimie, il sera forcément très complexe parce que on a, vous l'avez évoqué, hein, on a affaire à des enjeux qui sont très importants et pour les relever, on a besoin de fonds. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'une industrie qui est compétitive pour continuer à investir dans la R&D, dans les outils qui vont nous permettre d'aller dans les innovations de demain, pour investir dans des compétences humaines, des moyens techniques aussi, des investissements matériels tout simplement. Et aujourd'hui, avec la conjoncture qui est celle qu'on connaît, et notamment les prix de l'énergie, on est vraiment face à un mur. Il faut le savoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une énergie qui n'est pas du tout compétitive. On a vraiment besoin d'avoir une énergie abondante, décarbonée, compétitive pour continuer à fonctionner si on veut garder une industrie sur notre territoire. Donc j'espère que la prise de conscience va se faire. J'espère qu'aussi au niveau des citoyens, on va comprendre tout ce que l'industrie et la chimie en particulier elle peut apporter en termes de solutions par rapport à toutes les innovations qu'on doit proposer aux citoyens que nous sommes tous, pour nous permettre de garder cette industrie chez nous et continuer à la faire de mieux en mieux, parce que oui, on a toujours des progrès à faire. Voilà, donc la chimie, pour moi, c'est ici qu'elle se construit, il faut qu'on la garde. J'espère que ce sera comme ça demain. Et puis Bertrand ? Un peu pareil, hein, les enjeux, ça va être de pouvoir garder l'industrie du traitement de surface en France, hein, avec le savoir-faire qu'on peut avoir, que la réglementation empêche pas de... Ce qui me fait peur, c'est que la réglementation empêche de nouvelles installations, par exemple, hein, fasse peur à de nouveaux investisseurs, des choses comme ça. Donc, pouvoir anticiper cette réglementation, peut-être en innovant, en s'aidant d'outils aussi qui puissent apporter de nouvelles chimies, des choses comme ça, qui puissent apporter de nouvelles solutions. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que la réglementation peut être un vrai frein quand même à l'installation de nouveaux ateliers de traitement de surface. Et peut-être une simplification, ou alors pour avoir une vision plus globale de cette réglementation. Aujourd'hui, c'est pas simple de l'avoir quand on est à la tête d'un atelier de traitement de surface, d'avoir vraiment une idée vraiment de façon globale de la réglementation qui tourne tout autour de cette industrie. Merci à tous les trois.